Bienvenue dans notre émission et bonjour à tous. Quand on était petits, Gunnar et moi, un de nos jeux préférés, c'était de construire des cabanes. Je suis sûre que vous adoriez ça, vous aussi. On se faisait une vie de Robinson avec les matériaux que nous prodiguait la nature. On prenait des branches et on se fabriquait des petites paillotes qui s'effondraient dès qu'on essayait de s'y faufiler. En clair, le retour sur investissement était nul. Aujourd'hui, on a décidé de voir plus grand. Nous allons participer à la construction d'une maison et tout sera bien plus professionnel. Mais ce sera quand même une sacrée aventure. Ça, c'est sûr. Et la maison en question est là, juste derrière nous. Nous sommes au cœur des Hautes-Alpes, dans la commune des Infurna plus précisément. Et pour sa construction, ses propriétaires ont misé sur des matériaux naturels, l'argile et la paille. En France, c'est déjà très tendance. En Allemagne, bizarrement, on a l'air un peu plus frileux avec ça. Nous allons nous demander aujourd'hui si on peut considérer l'argile et la paille comme une alternative sérieuse et quelles en sont les limites. Si ça se trouve, il s'agit bel et bien des matériaux de construction de l'avenir. Une chose est sûre, ils ont une histoire millénaire derrière eux. Allez, c'est parti. L'argile est l'un des matériaux les plus anciens de l'humanité. Il y a des milliers d'années déjà, des villes entières et même des palais surgissaient de la glaise. Quelque 3000 ans avant Jésus-Christ, les Égyptiens érigent des constructions en adobe et en pisé. Ils façonnent les briques de terre crue en coulant une boue à base de glaise, de sable et de végétaux dans des cadres qu'ils font sécher au soleil. Pour obtenir du pisé, ils mêlent de l'argile plus sèche avec des fibres végétales et compriment le tout. Les édifices en pisé de l'Égypte ancienne sont si résistants qu'ils vont traverser les millénaires. Depuis au moins 800 ans avant Jésus-Christ, l'argile entre dans la composition du torchis, qui sert de matériau de remplissage pour les constructions en bois, une méthode très utilisée par les Celtes d'Europe centrale. Le toit des maisons est à forte pente et descend très bas pour protéger les murs des intempéries. Le torchis est appliqué sur un clayonnage fait de montants en bois et de branches tressées. La méthode se perfectionne et à la fin du XIIIe siècle, les premières maisons à colombage apparaissent en France et en Allemagne. L'amélioration tient à l'usage de pans de bois au lieu de branchage. Les murs extérieurs sont chaulés pour les protéger de l'humidité. En même temps, dans les régions où le bois est rare, se développe la technique du torchis en fuseau. Des barreaux de bois sont enrobés de torchis et disposés entre les solives. Mais le plancher ainsi obtenu est moins dense que dans le cas du pisé, et donc moins stable. La fin du XVIIIe siècle redécouvre la méthode égyptienne du pisé qui retrouve ses lettres de noblesse, notamment en France. Les briques de terre cuite vont cependant s'imposer. Au milieu du XIXe siècle, avec l'industrialisation, elles vont supplanter en Europe toutes les méthodes de construction à base de paille et d'argile. Car dans leur grand four, les briqueteries vont désormais pouvoir fabriquer des briques de terre cuite rapidement et à moindre prix. Bien loin de là, et de façon presque concomitante, une nouvelle méthode de construction se met en place. Les maisons en paille américaines voient le jour, tout d'abord dans le Nebraska, un état pauvre en bois. Grâce aux botteleuses mécaniques, les bottes de paille vont gagner en densité et seront utilisées en tant que matériau d'ossature. Là aussi, l'argile aura un rôle à jouer puisqu'elle va servir à crépir les façades. Après la Deuxième Guerre mondiale, et du fait de la pénurie en matériaux de construction qui sévit en Europe, le torchis va connaître un bref retour de flamme. Il retournera pourtant bientôt aux oubliettes et des matériaux modernes comme le béton vont s'imposer. Mais au Québec, les maisons en paille ont le vent en poupe. Et au milieu des années 1980, c'est la Renaissance. La méthode gagne d'abord la France, puis l'Allemagne. Et aujourd'hui, en France, en Allemagne et en Suisse, le pisé est de retour.
Pour la construction en bottes de paille, la France fait figure de chef de file en Europe. On dénombre dans l'Hexagone 3000 maisons en paille, contre 300 en Allemagne. Servus. Bonjour. Bonjour. Bravo. Nous sommes ici chez Vero et Terry qui construisent eux-mêmes leurs maisons en bottes de paille. Ils sont ce qu'on appelle des autoconstructeurs. Et je me demande bien à quoi ça sert ce... Cette tige géante? Oui. Eh bien, en fait, on mesure l'humidité de la botte de paille pour être sûr qu'elle ne soit pas trop humide, afin de la mettre dans les caissons que vous pouvez voir là. Pour éviter que ça moisisse. Et que mesure cet appareil? Il faut regarder l'écran. Et donc là, en l'occurrence, il nous écrit low, ça veut dire qu'elle est en dessous de 10% d'humidité. Et ça suffit. Donc ça suffit, c'est bon. Pourquoi avoir choisi ce matériau pour votre maison? Tout simplement parce que on est dans un cadre quand même magnifique. Et c'est vrai qu'on est plutôt dans le respect de l'écologie. Et la paille, c'est un matériau simple et écologique, respectueux de la nature. Donc on a choisi ce mode de construction. Voilà. On aimerait bien vous aider. Qu'est-ce qu'on peut faire? Caro, tu viens avec moi? Ok, on y va. Salut! Salut! So, jetzt geht's los. Eh ben, en fait, on va faire des petites bottes de paille. Parce que il nous faut des petites bottes pour arriver à finir le mur. Donc du coup, avec cette grande botte, on va faire de la couture. Attention. Voilà. Là. C'est là que ça devient intéressant. Maintenant que les filles ont bien travaillé, on va pouvoir utiliser ces petites bottes pour compléter le haut du caisson. Tu vas mettre la feuillure contre le montant ici. D'accord? Donc, tiens, regarde, on n'a qu'à le faire tous les deux. Vas-y, tac, on la monte là-haut. Voilà. Eh oui, on prend un peu de paille dans la figure. Ok? Je mords la poussière, mais ça va. Donc là, il faut la tenir. Je tiens. Hop! Donc là, il faut que ça rentre. Ça, c'est pas gagné. Voilà. Même pas mal. Il faut bien la rentrer aussi. On a de la chance, elle rentre un petit peu mieux. Ensuite, il faut... Ensuite, il va falloir mettre l'angle contre l'angle. Donc là, non, il faut que tu soulèves légèrement celle-là. Là. Comme ça? Comme ça. On y va? Et encore une fois. 1, 2. Voilà, tu tiens. Ok. C'est un bon défouloir. Je tiens en bas, tu tapes en haut. Ok. Je n'ai pas de problème d'agressivité. Un peu en haut. Aucun. En haut. Ça demande quand même pas mal de force. Y a-t-il des choses que vous ne pouvez pas faire tout seul, où il faut faire appel à un professionnel? Je dois dire que je suis impressionné. Dans tous les cas, tout ce qu'on fait dans la maison, on essaye d'y participer. Après, c'est vrai qu'il y a des moments qui sont des travaux qui sont un petit peu techniques et dans lesquels on a besoin d'aide, au moins de nous montrer une fois. Une fois qu'on a compris, on peut le faire. En fait, on a la chance d'avoir rencontré les Paillemen, qui sont donc une équipe de monteurs de maisons en paille. Donc, du coup, ils ont pu nous aider à faire cette maison. Allez, on continue. So,
Eh bien, on voit que c'est un sacré boulot. Et ce n'est pas fini. Il faudra encore combien de temps avant de pouvoir pendre la crémaillère? Avec les travaux, on n'est jamais sûr de rien, mais on espère que dans 5-6 mois, on sera dans la maison. Voilà. Ah oui, ça va durer encore longtemps alors. Bonne chance. Allez, au revoir. Merci d'être venu. Véronique et Terry ont encore pas mal à faire. Mais c'est quelque chose qui leur tient à cœur. S'ils font ça, et c'est important, c'est aussi pour des raisons écologiques. Pour en savoir plus, nous allons mettre cette méthode de construction au banc d'essai. Voici la famille Appelhagen. L'an dernier, ils ont fait construire la maison de leurs rêves avec les meilleurs matériaux possibles. Et voilà la famille Paus. Eux aussi ont fait construire l'an dernier en accordant eux aussi une grande importance au choix des matériaux. Chez les Appelhagen, les murs sont en briques recuites de type hollandais, tandis que les Paus ont opté pour une maison en bottes de paille. Dirk Scharmer est architecte. Il va nous expliquer ce qui différencie ces deux techniques. Nous allons comparer la sécurité de ces modes de construction, le point de vue sanitaire et le coût de ces projets. D'abord, la sécurité. Qu'en est-il dans la maison de briques? La maison de briques est solide et durable. Il y a des siècles de cela, les gens choisissaient ce matériau pour édifier des maisons dans l'idée de les transmettre aux générations suivantes. Une maison aux murs de paille passée à l'enduit peut-elle soutenir la comparaison? En soi, la paille ne tient peut-être pas aussi longtemps que la brique, mais la durée de vie d'une maison dépend aussi de beaucoup d'autres aspects. Ce n'est pas parce qu'un édifice est construit en briques qu'il tiendra 1000 ans. Quand il s'agit de construire pour 2 ou 3 générations, les deux techniques y parviennent aussi bien l'une que l'autre. Dans le cas d'une maison en briques, on pourrait penser que le risque d'incendie est minimisé. Mais attention, tout dépend de l'isolation. Le polystyrène est certes le matériau le moins cher, mais il faut s'en méfier en cas d'incendie, car il est très inflammable. De leur côté, les Appelhagen ont opté pour une isolation plus sûre. Nous nous sentons en sécurité chez nous. On a choisi des matériaux difficilement inflammables, comme la laine de roche et le silicate de calcium. Et nous pensons avoir fait le bon choix. Mais qu'en est-il du risque d'incendie dans une maison en paille? On se sent en sécurité. On n'a absolument pas peur du feu. Comme les bottes de paille sont très compressées, elles ne contiennent pratiquement pas d'oxygène. D'un côté des murs, il y a un crépi à la chaux, de l'autre, un enduit à l'argile. Il y a très peu de chances que ça s'enflamme. Place au test. Un mur en bottes de paille crépi à l'argile est soumis sur une face à une température de 1000 degrés, c'est-à-dire à peu près celle d'un incendie ordinaire. La paroi va résister pendant plus d'1 heure et demie. Le mode de construction des Paus est effectivement très sûr. Deuxième comparaison, l'aspect sanitaire. Une étude a démontré qu'en Allemagne, plus de 3 millions de maisons et d'appartements présentaient un problème d'humidité. Cela concerne plus particulièrement les rénovations et constructions récentes. Les constructions nouvelles sont édifiées très rapidement. Elles ne sont pas protégées contre la pluie et les gens emménagent très vite. L'humidité contenue dans les éléments de construction n'a pas le temps de sécher. Il faut tout particulièrement éviter l'humidité dans les pièces d'habitation des maisons en briques. Nous avons fait très attention au choix du crépi et des peintures. Sachant que le crépi peut réagir au degré d'hygrométrie des différentes pièces, nous voulions éviter tout risque d'humidité. Nous avons également veillé à prendre des peintures présentant aussi peu d'émanation que possible, car nous tenons à nous sentir bien chez nous. Et la maison de paille, n'est-elle pas pleine de poussière et de germes? Nous n'avons pas constaté de problème de germes. Nos invités non plus. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas en contact avec la paille. Elle est très bien enveloppée. L'air qui circule ici ne traverse pas la paille. Mais qu'en est-il de l'humidité à l'intérieur des murs? Une cloison en paille ne risque-t-elle pas de moisir et de causer des allergies?
La paille est conditionnée une fois sèche et grâce à son mode de production, elle le reste sur la durée. Dernier point, quel est le coût de ce type de construction? Même en faisant beaucoup de choses nous-mêmes, ça a dû faire dans les 400 000. C'est l'ordre de grandeur, oui. On a choisi des produits de qualité et c'est monté jusque-là, hélas. Au total, ça s'élève à peu près à 300 000 €. La maison de paille serait-elle meilleur marché? Non, car la maison en briques est plus grande. Elle fait 220 mètres carrés, alors que la maison de paille n'en fait que 165. Chaque famille a donc dépensé environ 1 800 € au mètre carré. Mais il y a quand même une différence. Avec une construction à isolation en paille, la production requiert beaucoup moins d'énergie. Elle est nettement moins polluante. Pour produire le revêtement en briques recuites d'une construction traditionnelle, il faut autant d'énergie que pour construire toute une maison en paille. Autrement dit, il faut 4 fois plus d'énergie pour construire une maison traditionnelle que pour l'habiter, tandis que la maison en paille fournit elle-même de l'énergie. Une chose est sûre, il fait bon vivre dans chacune des deux maisons. C'est par ici, Gunnar. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au Gabion. Merci. Nous avons fait un petit bout de chemin pour venir voir comment on fait le crépi d'une cloison en paille avec de l'argile. Et nous voici au centre du Gabion, où nous allons suivre un petit cours d'éco-construction. Avec Richard Lacortilia. Moi, quand on me parle de crépi en glaise et en paille, je pense tout de suite au château de sable que je construis avec ma fille, et ça a l'air tout simple. Sauf que c'est loin d'être aussi facile que ça, n'est-ce pas? Il faut être capable de comprendre la terre que l'on a et de la regarder pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Voilà, donc on a certains essais qu'on a préparés un petit peu pour vous montrer. Donc au départ, on a sur ce premier échantillon de la terre pure et on voit que la terre pure contient beaucoup d'argile et que cela fend et qu'en fendant, il y a du retrait et que c'est important de voir, ça se décolle du mur. Donc quelque part, c'est paradoxal, plus il y a de colle, plus il y a d'argile, plus ça fend et moins ça tient sur le mur. Et donc l'objectif que l'on a, c'est de comprendre exactement quelle quantité d'argile il faut mettre dans notre mélange pour que l'argile soit juste autour de chaque élément et qu'il n'y ait pas de retrait. Sur le deuxième échantillon, vous avez mélangé des fibres. On dirait de la paille. Voilà, alors là nous avons mis de la paille parce qu'il y a deux façons d'empêcher le retrait de l'argile. La première façon, c'est en rajoutant du sable, ce qui diminue proportionnellement l'argile. La deuxième façon, c'est tout simplement mécaniquement, en ayant des fibres qui s'opposent au retrait de la terre. Donc nos essais montrent qu'il y a deux solutions qui conviennent bien. Celle-là où on rajoute 2 volumes de sable dans notre terre et celle-là où on rajoute 1 volume de sable et des fibres. Compris. Mais j'imagine que ça dépend aussi de la nature de la terre. Bien sûr. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces essais fonctionnent par rapport à la terre de notre site et qu'à chaque fois qu'on est dans un lieu différent, il faut faire des essais. Ce sont des essais de chantier. C'est important de ne pas avoir une approche de laboratoire. Nous avons donc là un professionnel convaincu. Ça fait plaisir. Passons maintenant à la pratique. On va essayer tout ça. Allez, Duner. Vous prenez une truelle. Vous en mettez un petit peu sur la lisseuse. Et puis vous attaquez par en bas et vous l'étalez. Ah, cool. D'accord, on y va. Au boulot. Au boulot. Voilà. Génial. Richard, dites-moi, est-ce qu'il y a des limites à ce mode de construction? Est-ce qu'on pourrait bâtir un gratte-ciel à New York avec cet enduit?
Alors j'ai deux réponses. D'abord, si on est sur des enduits à l'intérieur, on peut aller jusqu'au dernier étage du plus grand gratte-ciel au monde, puisqu'on est à l'abri des intempéries. Après, si on est sur des enduits extérieurs, il faut que l'architecture soit adaptée. Et du coup, en gros, en architecture terre, on dit qu'il faut des bonnes bottes et un bon chapeau. Et donc, ça dépend de la taille du chapeau. Ok, d'accord, c'est super. Il faut respecter certaines règles. Ce qui est sûr, c'est qu'avec nous à la truelle, ça risque de durer longtemps. Ça, c'est vrai. Très longtemps. Il faut encore qu'on s'entraîne, mais en tout cas, c'est vraiment un mode de construction très intéressant. En Europe, les maisons en pisé affichent un bon bilan écologique. Et ce serait l'idéal pour les pays émergents. Sauf que là-bas, le pisé a un problème d'image. En Afrique, les villes sont en pleine expansion. Pour créer des logements, certains gouvernements font venir d'Europe du ciment et d'autres matériaux de construction. Et ils s'endettent. Il n'y aurait pourtant qu'à se baisser pour récolter le meilleur matériau qui soit, ainsi que le mieux adapté aux conditions climatiques, la glaise. Le problème, c'est que la population la considère comme dépassée, alors qu'ici, on a toujours construit en argile. Dirk Ebel, un architecte suisse, voudrait changer cela en créant des modèles attrayants. Des constructions modernes en argile. Il s'agit de faire coïncider la forme d'un immeuble avec la question du matériau. Ce n'est pas évident. Compte tenu de notre formation, en Europe ou en Amérique du Nord, c'est toujours le contraire qui se produit. On commence par élaborer un projet et on se demande ensuite quel serait le matériau le plus adapté pour le réaliser. Ici, on savait d'entrée de jeu qu'il fallait travailler avec un matériau bon marché et disponible partout, comme l'argile. Et on s'est demandé comment éviter de construire avec de l'acier et du béton. La capitale éthiopienne d'Addis Abeba pose un défi bien particulier. En effet, dans les quartiers pauvres, les habitants construisent souvent les maisons en argile de leur propre chef, du jour au lendemain, sans la moindre autorisation. Une petite combine s'est imposée, celle des Moonshine Dwellers. Ce sont des gens qui travaillent de nuit, à la lumière de la lune, en recourant à la technique du camouflage. Le lendemain, les immeubles semblent avoir toujours été là. Vite fait, mal fait. Ce ne sont pas vraiment des édifices de prestige. Pour libérer l'argile de son image insalubre, Dirk Ebel a créé à Addis Abeba un grand cabinet d'architecture. Avec des étudiants, il a conçu un immeuble d'habitation modèle. Pour ce bâtiment, nous avons mis en œuvre des techniques différentes. Au rez-de-chaussée, nous avons eu recours au pisé, mais avec les méthodes les plus simples. Au lieu d'utiliser des machines électriques ou hydrauliques, nous avons travaillé à la main. Après avoir fait un plafond avec une voûte catalane, nous avons monté dessus le deuxième niveau avec des briques d'argile. Mais à Addis Abeba, on ne peut pas appliquer cette technique à des immeubles de prestige. Car en Éthiopie, l'argile n'est pas considérée comme un matériau de construction urbain. Il faut donc continuer à améliorer son image. C'est d'ailleurs ce qui se passe en Europe avec de nouvelles techniques de construction. Ici, à Zurich, un édifice en dôme d'argile doit voir le jour. Les éléments du dôme ont été préfabriqués selon des procédés entièrement nouveaux. L'arrondi a été damé selon des calculs très précis afin de l'adapter exactement aux contraintes qui seront exercées sur la coupole portante. Ce dôme en pisé sera une première dans l'histoire de l'architecture. Cette coupole innovante ouvre de nouvelles possibilités aux architectes qui l'ont conçue. Cela devrait rendre cette matière plus attrayante. Si l'argile connaît un regain d'intérêt en Europe, ce devrait être la même chose en Afrique. Ce matériau devrait alors y être de nouveau mis en œuvre plus souvent. L'argile a d'excellentes propriétés en matière de physique du bâtiment, ce qui est particulièrement intéressant dans les pays chauds. En effet, sous ces latitudes, nul besoin de préserver de l'humidité, un matériau qui protège en outre de la chaleur. Et si l'argile retrouvait ici son rôle dans le bâtiment,
Peut-être les édifices en pisé marqueraient-ils à nouveau le caractère des villes africaines. Au centre de formation à l'éco-construction, Richard est en train de terminer pour nous cette cloison et c'est vraiment fait avec amour. Quand on le voit travailler, on aimerait presque être à mur. En tout cas, merci beaucoup. Merci bien. Merci de votre venue et puis bon retour. Merci. On peut quasiment embrasser toute l'émission du regard. Ici, il y a la paille avec laquelle on a rempli les cloisons chez Terry et Véro ce matin. Et là, on a plusieurs couches d'enduit, l'une pour coller et au moins 2 par-dessus. Il n'en faut pas plus pour que ça fonctionne. Mais on a bien vu que c'était vraiment un travail très physique. Mais manifestement, ça vaut la peine et ça présente bien des avantages. Et surtout, ce sont des matériaux naturels et tout à fait durables. Que dire de plus? À la prochaine fois. Absolument.